Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Radioscope. Ouais, un radioscope qui, cette semaine, va porter sur le modèle des coalitions plaidantes. Ah, les coalitions plaidantes qui, je vais le dire d'emblée, causent souvent plus de confusion qu'elles n'aident réellement à comprendre la réalité, enfin, surtout au début lorsqu'on commence à utiliser le modèle. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux Halloween puisque cet épisode est enregistré au courant de la semaine de l'Halloween et donc je vous espère tous une belle collecte de bonbons. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je n'ai encore cette semaine que 3 questions, mais bon, c'est des bonnes questions, et c'est des questions qui vont permettre, en fait, des questions qui recoupent les questions qui me sont posées à peu près les mêmes, comme ça, d'année en année, et donc des questions qui, je suis sûr, vont vous permettre à tous de mieux comprendre le modèle. Alors, sans tarder, j'y vais avec la première question. On est dit, selon les notes de cours, on appelle coalition plaidante les participants de sous-systèmes qui s'associent dans des réseaux informels sur la base de leurs idéologies, leur système de croyances. Toutefois, pour tenter d'influencer les gouvernements, ces réseaux d'acteurs ne doivent-ils pas devenir à un certain moment formels afin de correspondre aux normes et règles d'influence prescrites par l'État et assurer leur reconnaissance? Alors, c'est vraiment une très bonne question parce que, bon, commençons d'abord par parler seulement de cette notion d'acteur ou de groupe d'acteurs qui est sous-jacente ici dans la question, parce que dans la capsule, justement, c'est-à-dire dans le module sur les acteurs, on avait dit que les acteurs, pour réussir à influencer l'État, à influencer le gouvernement, devaient utiliser des moyens, des techniques qui leur permettaient d'avoir une certaine influence sur les élus. Et de respecter, on a vu après ça avec la question des institutions, mais de respecter quand même certaines règles. Par exemple, au Canada, les lobbies, les firmes de lobby, doivent être inscrites au registre des lobbyistes. Ceci étant dit, ce qu'il faut comprendre maintenant dans le modèle de la CF, c'est que les coalitions plaidantes dont on parle, ce ne sont pas des coalitions je dirais ici réelles ou objectives. C'est-à-dire, ce n'est pas des coalitions que l'on observe sur le terrain, mais plutôt des coalitions que le chercheur forme dans son esprit à partir de certaines observations qu'il fait de la réalité. Et donc, les groupes d'acteurs comme chercheurs, on désignera comme faisant partie d'une coalition ou l'autre, ces groupes d'acteurs-là ne se connaissent pas nécessairement. Je vais vous donner un exemple. Alors, si on parle, par exemple, si je donne un exemple, c'est normal qu'on en parle par exemple. De l'environnement. Alors, dans l'environnement, on pourrait avoir tous les groupes. On pourrait avoir la coalition qu'on appellerait pro-énergétique. Et là, dans la coalition pro-énergétique, comme chercheur, dans le modèle des coalitions plaidantes, je vais chercher tous les groupes d'acteurs qui défendent des valeurs similaires. Et ces groupes d'acteurs-là n'ont pas besoin de se connaître pour que moi je les désigne comme faisant partie de la même coalition plaidante. Parce qu'ici, c'est pas une coalition dans son sens où ils travaillent ensemble vers un but, mais on parle bien de plaidante, coalition plaidante, c'est-à-dire qu'ils plaident en faveur des mêmes valeurs, des mêmes idéologies, même si, objectivement, ils ne travaillent pas ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette idée dans la question, pour répondre plus directement à la question, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette idée que les groupes se formalisent, parce que dans le fond, les groupes, ils sont déjà dans la société formalisée, ils agissent déjà dans la société, mais c'est moi, comme chercheur, qui va les identifier comme faisant partie d'une coalition ou l'autre. Donc ici, la coalition, c'est vraiment un construit théorique que le chercheur se fait pour mieux comprendre le débat qui a cours dans un sous-système de politique publique. Donc voilà pour la réponse à la première question. Dans ma deuxième question, on dit nous avons vu cette semaine que les organismes communautaires ont manifesté à Québec pour obtenir plus de financement. Peut-on utiliser le modèle des coalitions plaidantes pour cette situation? Alors, si oui, comment identifier la sous-politique en cause? Ici, j'imagine qu'on voulait dire le sous-système politique, ou le domaine de politique, puisque les organismes œuvrent dans des secteurs très différents.
Donc, en fait, j'ai un petit peu de difficulté à répondre à cette question-là parce que non, le modèle des coalitions plaidantes ne permettra pas d'expliquer une manifestation de manière très ponctuelle. Donc, évidemment, là, si je prends la question de façon très littérale, ben non, on peut pas prendre le modèle des coalitions plaidantes pour analyser une manifestation en fonction d'un plus grand financement. Cela étant dit, on peut élargir un peu le champ de la question et dire les groupes ont manifesté, c'est vrai. Les groupes peuvent être dans des secteurs différents, c'est vrai. Mais ces groupes-là, en même temps, s'inscrivent dans ce que le gouvernement fédéral a désigné comme étant le secteur bénévole et ce que les chercheurs ont désigné souvent par le troisième secteur, c'est-à-dire le secteur communautaire. C'est-à-dire des gens qui travaillent, des organismes à but non lucratif qui travaillent sans être des agences gouvernementales, qui travaillent à améliorer quand même le sort des citoyens. Donc ces organismes-là peuvent œuvrer aussi bien sur la question du logement, que sur la question de l'environnement, de la santé, donc de la violence conjugale. Il y a plein de... donc ça se décline sur plein de secteurs, comme le dit d'ailleurs dans la question. Mais ce qui les unit, c'est le combat pour une reconnaissance du secteur communautaire et un financement du secteur communautaire. Alors, à cet égard-là, on va les reconnaître, même s'ils sont dans des secteurs de politique publique différents. Il reste que, en termes de construction sociale, parce qu'encore une fois, un modèle théorique, c'est une construction sociale. Eh bien, en tant que construction sociale, là, on peut dire, mais ils font partie de ce secteur communautaire-là, de ce troisième secteur, après les agences gouvernementales, les groupes d'intérêt, le secteur communautaire. C'est ce qui les unit. Et alors là, oui, il est possible, effectivement, d'utiliser un modèle comme celui des coalitions plaidantes pour voir comment ce secteur-là, qui partage, somme toute, certaines grandes idéologies, certaines grandes valeurs communes, hein, c'est-à-dire le bien, la défense du bien commun, la défense souvent des gens qui sont pas capables de se défendre eux-mêmes, si on pense aux organismes qui travaillent pour les sans-abri, par exemple, ou pour les gens pour les organismes qui défendent les logements sociaux. Bon. Ces gens-là, quelque part, ils partagent certaines grandes idéologies, certaines grandes valeurs communes. Et alors là, oui, on peut les voir comme faisant partie d'une coalition plaidante. Et de l'autre côté, vous pourrez avoir une autre coalition plaidante, qui est celle des gens d'affaires, qui, stricto sensu, ont pas grand-chose à faire de financer ce genre de communauté-là. Eux vont plutôt revendiquer de la part du gouvernement d'avoir plus de financement dans le secteur industriel, parce que dans le fond, c'est en finançant les industries qu'on crée de l'emploi et donc qu'on crée de la richesse. Donc à cet égard-là, on voit qu'effectivement, ce serait possible, en élargissant un peu le sens de la question, ce serait possible de voir ça. Et là, cette manifestation-là serait un des événements ponctuels que l'on verrait dans notre analyse et qui vient, dans le fond, un peu confirmer la construction qu'on fait de cette coalition plaidante-là du secteur communautaire. Maintenant, ma troisième question, on voit que le temps passe quand même assez vite, on me dit, pour amener cette question, je fais d'abord référence à deux passages de la capsule de M. Joël Gauthier. Donc, je suis déjà très heureux de voir que les gens prennent le temps d'aller écouter les capsules que nous avions enregistrées. On dit, il est rare qu'un individu va changer ses croyances fondamentales. Dans de tels cas, il s'agit de conversion. Voilà pour la première question. Premier passage. Deuxième passage, sur le changement dans l'équilibre des forces. M. Gauthier dit, une élection peut amener un changement dans l'équilibre des forces. Alors, la question. Avant les dernières élections, un projet de nouvelle loi sur les mines a été déposé par le Parti libéral et l'opposition, qui était à l'époque le Parti québécois. Et l'opposition s'était fortement opposée à ce projet. Le nouveau gouvernement au pouvoir, qui est maintenant le Parti québécois, a poursuivi le projet de loi sur les mines en y apportant quelques modifications. Les modifications proposées ne sont pas aussi majeures que ce qui était annoncé lorsqu'il siégeait à l'opposition et ne sont pas aussi majeures que celles annoncées durant la campagne électorale. Or, la ministre, maintenant responsable de ce dossier, était antérieurement la ministre responsable du dossier pour l'opposition, hein, c'est-à-dire dans le cabinet fantôme, comme on dit souvent.
L'image projetée par cette ministre est qu'elle a de grandes valeurs idéologiques environnementales qui appuyaient son opposition. Or, tout le contexte qui entoure ce nouveau gouvernement depuis les élections semble avoir fait en sorte de ne pas trop modifier le projet de loi initial, avec résultat que le projet actuellement sur la table correspond beaucoup moins à l'idéologie de la ministre en place. Alors qu'on aurait cru à un changement dans l'équilibre des forces, pouvons-nous dire que la ministre a changé ses croyances? Non, pas du tout. D'abord, il n'y a pas un réel changement dans l'équilibre des forces parce que, comme nous sommes en présence d'un gouvernement minoritaire, ce gouvernement-là marche constamment sur des œufs. Et c'est très bien que s'il veut faire adopter un projet de loi, il faut faire beaucoup de concessions avec l'opposition parce que l'opposition peut constamment défaire les projets de loi. Et donc, si on passe un projet de loi qui suscite beaucoup la controverse, c'est à peu près, assuré que l'opposition va voter contre le projet. Alors, qu'est-ce que les ministres font dans le cadre d'un gouvernement minoritaire? C'est qu'ils font des lois qui n'ont pas la force qu'ils voudraient, simplement parce que le contexte politique les force à faire beaucoup de compromis. Et c'est souvent d'ailleurs très frustrant pour eux, vous les entendrez aux nouvelles. Et je dirais ce qui est d'autant plus frustrant pour la ministre en ce moment, c'est que malgré tout, l'opposition a fait tomber son projet de loi. Alors celui-ci est mort au feuilleton, comme on dit. Il n'a même pas été reçu après la première lecture. Et donc, elle est obligée de retourner encore une fois à la table à dessin et devra déposer probablement au retour des fêtes, encore une fois, un nouveau projet de loi pour modifier la loi sur les mines. Donc, ce n'est pas une croyance, très certainement, ou une conversion, très certainement pas, parce que ici, ce sont des impératifs politiques qui font en sorte que la ministre en question n'est pas à même de déposer un projet de loi qui reflète réellement ses valeurs ou son idéologie. Il y a aussi, là-dedans, la ministre va être conditionnée également par le mandat que lui confiera le premier ministre ou la première ministre, dans ce cas c'est la première ministre, qui va peut-être l'empêcher des fois de déposer un projet de loi qui serait exactement à la mesure de ses valeurs, tout comme le cabinet peut exiger aussi certains aménagements dans un projet de loi pour ne pas, pour que ça corresponde aussi, disons, que ça ne contrevienne pas à des intérêts d'autres ministères. Donc, il y a vraiment tout un jeu politique qui existe, qui s'exerce avant le dépôt d'un projet de loi, qui va moduler la forme que va prendre un projet de loi et qui empêchera un ministre de déposer un projet de loi qui soit entièrement ou qui reflète entièrement ses croyances, ses valeurs. Mais dans ce cas-ci, vraiment, ce qui bloque, c'est le fait qu'on est dans un gouvernement minoritaire et que l'opposition est constamment en train de bloquer les projets de loi. Et donc, ça prend beaucoup de compromis pour faire adopter un projet de loi. Est-ce qu'il y a un rééquilibre des forces? Je pense pas qu'il y ait un réel rééquilibre des forces parce que justement, plutôt que d'avoir un gouvernement majoritaire péquiste qui, là, pourrait en faire baver l'opposition et qui pourrait imposer des normes et des valeurs nouvelles au sein de l'appareil public, on a un gouvernement qui est constamment dans la négociation avec l'opposition afin de pouvoir se maintenir en place. Donc, il y a un léger rééquilibre des forces, mais c'est pas un vrai rééquilibrage des forces. Alors voilà, donc ce sont les questions que j'avais pour cette semaine. J'espère que j'ai réussi à y répondre brillamment, aussi brillamment que les questions posées. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et j'attends toujours vos questions pour les prochains thèmes. Allez, passez un bon week-end. Au revoir.